Pour la première actualité du jour, nous allons parler des célébrations qui ont eu lieu à Tokyo et dans toute la région du 30e et sinistre anniversaire des attaques au gaz sarin perpétrées par la secte Aum Shinrikyo il y a de cela 30 ans, il y a quelques jours, le 20 mars exactement. Il y a eu beaucoup de cérémonies du souvenir, de cérémonies d'hommage, et des reportages, des documentaires qui sont passés sur différentes chaînes de télévision. Moi, je voulais m'attarder un peu sur le témoignage, sur une interview assez intéressante. C'est l'interview de la veuve d'un des membres exécutés de la secte. Voilà. Madame Niimi Yuki, que vous voyez en photo juste au-dessus, là, voilà, avec une photo de son cher époux, a été mariée avec un des individus qui a perpétré les attentats, mais aussi un des bras droits du grand gourou de Asahara. Elle a donné son témoignage qui est très intéressant, c'est que c'est une femme qui n'a pas été déradicalisée, comme on dit ici, c'est-à-dire qu'elle a toujours des convictions omiesques, shinrikiesques, qu'elle pense toujours, plus ou moins d'ailleurs, que Asahara était le Messie. Qu'elle est bien sûr catastrophée par ce que son mari a fait, que tuer des gens c'est mal, qu'être méchant c'est pas gentil, mais que elle a toujours plus ou moins foi en cette philosophie bricolée par le gourou poilu. Je vous propose de vous lire le résumé que j'en ai fait, mal rédigé, je vous prie par avance de m'en excuser, on va essayer de mettre ça en forme au fur et à mesure. Ce n'est que 7 ans après son mariage que Niimi Yuki a touché son mari pour la première fois à la morgue, où elle a récupéré son corps après son exécution et l'a embrassé dans un cercueil. Avant cela, une vitre l'avait toujours séparée de son époux Niimi Tomomitsu, condamné à mort et membre notoire de la secte apocalyptique Aum Shinrikyo il y a 30 ans. Et qui a orchestré le fameux attentat à l'agent neurotoxique gaz sarin contre la capitale japonaise. Le 20 mars 1995, je vais vous faire un petit rappel, je vous renvoie à ma vidéo doc là-dessus si le cœur vous en dit. Des membres d'Aum Shinrikyo ont largué du gaz sarin dans 5 rames de métro de Tokyo, tuant 14 personnes et en blessant des milliers d'autres. Elle témoigne. Jusqu'au bout, il n'a présenté aucune excuse à ceux qui sont morts, il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Il a simplement suivi la voie en laquelle il croyait, déclarait sa femme Yuki, 47 ans aujourd'hui, lors d'une interview récente à JNN. Elle-même est une ancienne membre d'un groupe héritier d'Aum Shinrikyo, Aleph, qui, malgré ses dénégations, a été condamné pour avoir utilisé l'intimidation pour tenter de recruter une connaissance dans la secte. Voilà. Elle-même, Yuki, a été condamnée pour ça il y a quelques années. Compte tenu de l'ampleur des crimes de son mari, elle estime que la peine capitale était inévitable et que payer réparation est le seul moyen pour les adeptes d'Aum Shinrikyo de se racheter. Elle ne dit pas qu'ils ont tort, elle dit qu'il faut aujourd'hui racheter les dettes et les dommages qu'ils ont causés. Sous l'emprise de Asahara Shoko, gourou, cheveux et barbe très reconnaissables, les adeptes d'Aum Shinrikyo croyaient à l'approche d'Armageddon et voyaient dans les massacres un moyen altruiste d'élever les âmes vers un royaume supérieur dont leur grand gourou serait la dernière déité, le dernier prophète. Donc à cette époque, des jeunes désabusés, dont des médecins, des ingénieurs, des chimistes, des doctorants, qui fabriquèrent plus tard des toxines, mais aussi des armes, trouvèrent du réconfort dans les doctrines d'Asahara, loin du matérialisme japonais des années 90. Parmi ses plus fidèles disciples figurait donc Niimi Tomomitsu, qui était derrière les barreaux lorsqu'il rencontra Yuki et qu'ils se marièrent en 2011.
Leur relation se résumait à des lettres et à 15 à 30 minutes de conversation, presque chaque jour sous la surveillance d'un gardien. Mais elle prit fin brutalement avec son exécution à l'été 2018 en même temps que 12 autres adeptes d'Aum Shinrikyo, dont Asahara lui-même. Ça a été la plus grande exécution depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Après sa pendaison, Yuki, veuve, caressa le corps encore chaud de Tomomitsu dont le cou était enveloppé d'un bandage pour dissimuler la marque laissée par le nœud coulant. Elle passa ensuite les 3 jours suivants jusqu'à sa crémation allongée à ses côtés, chez elle. Elle voulait s'imprégner de son âme et aider à sa réincarnation. Il n'avait pas l'air d'avoir souffert, il aurait aussi bien pu dormir, dit-elle. Tomomitsu à l'époque qui est décédé à l'âge de 54 ans et parfois qualifié de disciple d'Aum Shinrikyo le plus ensanglanté parce que c'est lui qui a participé au plus grand nombre d'exécutions et pas seulement aux attentats. Il a participé aux 7 attentats meurtriers du groupe, dont celui du métro bien entendu, et d'autres avant, des exécutions aussi. Il a également étouffé mortellement un enfant d'1 an endormi lors du meurtre du fameux avocat en 1989. Je vous en ai parlé dans le documentaire, ça a été une de leurs actions les plus immondes. Et c'est lui qui avait tué le petit bébé du couple. Les adeptes d'Aum Shinrikyo qui s'étaient enfermés au secret avant l'ère d'Internet croyaient tout, raconta Asahara, et pensaient sincèrement qu'il contribuait à son acte de salut. Ça, Yuki en est toujours convaincu. Elle a montré aux médias qui l'interviewaient pendant sa conférence de presse interview une photo de son mari jeune et souriant, celle qu'on voit là ici, sur la photo, au-dessus de moi, assis en tailleur derrière, avec le chef derrière lui qui touchait ses points karmiques. Entre eux, ils employaient, ils étaient très proches, ils s'appelaient par leur prénom, et lui l'appelait maître, mais parfois il avait le droit de l'appeler par son petit nom d'artiste même. Ensuite, à l'époque où elle a connu son mari, quand il était en prison, elle était en train, Yuki, de réorganiser la secte qui était interdite depuis les condamnations et qu'elle a refondue sous le nom de Alep, mais qui reprenait, les grandes lignes des thèses et des théories de Aum Shinrikyo. C'est elle qui l'a fondé. Elle a rejoint d'abord le mouvement qui était en phase de création et qu'elle l'a refondé et l'a nommé en 2002. Elle avait une grande curiosité pour le mysticisme, certaines craintes envers Aum Shinrikyo, mais elle a rencontré des membres qui n'avaient pas été condamnés et qui lui ont expliqué, bien entendu, que tout ça n'était que mensonge et que la grande majorité des membres avaient été condamnés à tort, que le gourou, de toute façon, une fois mort, serait immédiatement réincarné et qu'il était temps pour Aum de se refondre. Donc la secte Alep, enfin le mouvement religieux, le mouvement philosophique Alep allait devenir le réceptacle des réincarnations de tous les membres exécutés de la secte, et c'est là qu'elle a décidé de se marier. Alors c'est possible au Japon de se marier avec un détenu, de le rencontrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un gardien dans des conditions très particulières. Il est hors de question, bien entendu, comme ça se fait en France, d'avoir du parloir conjugal où on peut passer la nuit, etc., faire des bébés, tout ça, non, ça n'existe pas. Mais elle a, sur ses conseils et ses consignes, refondé le mouvement très surveillé, bien entendu. Elle-même dit qu'elle en tomba amoureuse au premier regard lorsqu'elle est allée le voir en prison suite à ses nombreuses demandes et qu'elle a vu en lui les traces de la divinité de son chef de file. Elle a aussi dit que la mort de Asahara n'avait en rien affaibli sa foi et celle de son mouvement, à la manière dont les disciples n'ont pas eu leur foi ébréchée par la mort de Jésus-Christ. Et elle s'identifie elle-même comme une des dernières prophétesses et des dernières témoins. Elle se réfère aussi au dernier compagnon du prophète Mahomet, et elle est en train d'écrire l'équivalent des hadiths pour la secte Aum Shinrikyo, ayant recueilli les témoignages. Donc le mouvement n'est pas mort. Le mouvement n'est pas mort.
Elle blâme aussi la société japonaise, la société matérialiste, et en ce 30e anniversaire où tout le monde dit que ça ne pourra plus jamais arriver, que de tels attentats, de telles atrocités sont totalement impossibles, puisque le gouvernement a décrété une loi anti-secte à l'époque, et comme tout le monde le sait, eh bien les hors-la-loi respectent la loi, bien entendu. Je trouvais ce témoignage assez intéressant. On peut le retrouver hein, sur toutes les plateformes, pardon, toutes les chaînes d'information japonaises, notamment, alors pas NHK, mais sur les autres, oui. Je trouve ça assez édifiant, voilà, cette espèce d'hommage à l'heure où tout le pays pleure les milliers de blessés, les 14 morts, et puis toutes les personnes qui ont souffert aussi. La restructuration complète du Japon, l'absence de poubelles dans les lieux publics, pour l'anecdote, de voir que le culte n'est pas fini, que des gens continuent à rendre hommage à cette personne-là, et à tous ceux qui sont morts, qu'il y a des espèces de messes pour les martyrs qui sont dites, et que donc, comme diraient certains, eh bien, le ventre fécond de la bête, tout ça. Alep et Home, voilà, nient en bloc, bien entendu, tout projet de quoi que ce soit, mais enfin, la femme, Madame Nimi, explique vivre correctement, de par les dons de ses adeptes, puisque c'est elle, bien entendu, maintenant, qui est à la tête du mouvement, avec une des descendantes du grand gourou, aujourd'hui décédée et possiblement réincarné quelque part. Voilà. Je voulais vous parler de ça, petite dissonance bien sûr avec tout ce dont on a pu parler pendant une semaine dans les médias japonais pour célébrer la mémoire de ceux qui sont morts pendant ces attentats. Je trouvais ça assez intéressant de revenir sur cet aspect-là, dont on parle assez peu finalement, mais qui existe aussi au Japon. Information suivante. La nouvelle suivante nous conduit à Shiga, où une mère de 40 ans vient de décéder avec sa petite fille de 10 ans dans un état critique après ce que l'on a déjà pu qualifier, comme je vous en parle très souvent, d'un meurtre-suicide. Une femme d'une quarantaine d'années, de 40 ans d'ailleurs, et sa petite fille de 9 ans et 9 mois ont été retrouvées ensanglantées suite à des blessures au couteau, de multiples blessures à peu près sur tout le corps, dans une petite maison de la ville de Hikone, dans la préfecture de Shiga, dans la nuit de samedi à dimanche, donc avant-hier. La police expose pendant la conférence de presse que la mère a poignardé sa fille à de multiples reprises sur tout le corps, puis s'est poignardée elle-même. Voilà, la mère est décédée plus tard à l'hôpital et la petite est dans un état critique, a indiqué la police ce matin. Selon la police, la femme et son enfant étaient en visite chez ses parents, donc chez les parents de la femme, de la maman, pour le week-end, dans un état critique, financièrement, professionnellement, mais aussi mentalement. Et samedi, vers 19h heure japonaise, la sœur de la défunte, qui habite également ici, a appelé la police après avoir trouvé sa propre sœur et donc la nièce, la petite fille allongée dans une des pièces sur un futon et couverte de sang. La police bien sûr est arrivée très vite et on trouvait la scène en cet état. Les premières indications fournies à travers la conférence de presse du responsable de l'enquête tentent à prouver que la mère célibataire peinait à nourrir sa fille, que sa mère et sa sœur avaient proposé qu'elle vienne vivre avec elle sous certaines conditions qu'elle refusait. Elle travaillait dans le milieu de la nuit à Hikone, refusait de quitter ce milieu-là pour pouvoir aspirer à une vie peut-être plus saine pour elle et pour sa fille, avait beaucoup de dettes, était menacée par des gens à qui elle avait emprunté de l'argent et des gens pour qui elle travaillait. Elle n'a pas supporté la pression et bien, comme ça arrive très souvent, je vous en parle au moins une fois par mois, si ce n'est 2 fois par mois, et bien elle a préféré mettre un terme à tout ça, comme d'habitude, en emportant l'enfant avec elle.
Fort heureusement, cette fois-ci, alors pour l'instant, son pronostic vital est toujours engagé. En tout cas, c'était le cas ce matin quand j'ai écrit la nouvelle. Si elle s'en sort, elle s'en sortira avec des handicaps lourds parce qu'elle a eu des points très importants de toucher, des organes internes qui ont été touchés, la colonne qui a été touchée, les poumons qui ont été touchés. Donc, dans l'hypothèse où elle s'en sortirait, elle aurait des séquelles à vie, mais en tout cas, elle est pour l'instant toujours parmi nous. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette horrible affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Osaka où un sac contenant des parties de corps humain démembrées a été retrouvé dans un parterre de fleurs sur une promenade d'Osaka en début de semaine. Et oui, j'aurais voulu l'inventer, je n'aurais pas trouvé. A annoncé la police vendredi soir. Selon la police donc, un passant qui passait a aperçu un sac vert du même type, ceux dans lesquels on met les déchets organiques, donc les coupes, les tontes, etc. Le sac était à moitié ouvert le 19 mars sur la promenade longeant la rivière d'Ojima, que tout le monde connaît, dans l'arrondissement de Fukushima, a rapporté Asahi Terebi. Et c'est grâce à eux que j'ai pu avoir les petites photos et les petites informations. Ce promeneur a appelé le numéro de signalement de la police pour dire que quelque chose ressemblant à des tissus organiques, peut-être un animal mort ou peut-être... moins possible, mais un morceau humain dépassé du haut du sac. Voilà. La police a indiqué de façon très précise que le sac long de 48 cm et large de 58 cm contenait des tissus cutanés humains, donc des morceaux de peau découpés, voilà, et roulés et pliés, des côtes humaines, une dizaine de morceaux de chair coupés en cubes et une vingtaine de fragments d'os, dont des humérus, des tibias sciés en deux pour rentrer dans le sac. Voilà. Les premiers résultats de l'autopsie ont révélé que les restes étaient ceux d'un individu de sexe masculin dont l'âge reste à déterminer. La cause et l'heure du décès n'ont pas été révélés. Alors pour l'instant, je pense que la cause, ça risque de prendre un petit peu de temps. Pour l'instant, la police examine les images des caméras de vidéoprotection du secteur pour essayer de voir et de reconnaître, d'apercevoir déjà la personne qui aurait abandonné ce sac dans un parterre de fleurs, sachant que la reconstitution des morceaux trouvés dans ce sac ne constitue pas un corps en entier, puisqu'il manque le crâne, il manque une partie des jambes, il manque les viscères, etc. Donc il n'est pas exclu que d'autres sacs soient retrouvés. Un des enquêteurs émet l'hypothèse que quelqu'un est passé avec un véhicule et a jeté les sacs dans la rivière qui est en train d'être sondée, et que celui-là est tombé, paf, dans les parterres qui sont grillagés, et n'a pas pu être jeté, excusez-moi, il est tard, dans la rivière. Voilà, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette histoire qui s'avère passionnante, à faire à suivre. Pour la dernière nouvelle du jour, nous allons rester à Osaka, où les restes d'un enfant ont été retrouvés, ensevelis dans du béton. Et bienvenue dans un appartement social où une jeune fille avait disparu dans les années 2000. C'est ce qu'a annoncé la police le 19 mars, indiquant que des analyses ADN et d'autres informations étaient en cours allaient être révélées sans tarder. Je vous parlais dans les annonces d'un cold case qui avait été résolu. Eh bien, c'est le cas, puisque les restes retrouvés dans les fondations de cette maison suite à des travaux sont bien ceux de la petite fille qui avait disparu dans les années 2000. Voilà. La police a identifié les restes retrouvés dans cette maison de Yao, cette petite ville dans la préfecture de Osaka, comme étant ceux de Iwamoto Reina. Sa mère, Iimori Noriyuki, âgée de 41 ans aujourd'hui, a été arrêtée, voilà, soupçonnée d'avoir abandonné le corps, voire d'avoir tué sa propre fille.
Le certificat de résidence de la jeune fille avait été supprimé suite aux explications du père de Imori, et elle était considérée comme une enfant disparue, c'est-à-dire une personne dont les autorités ne peuvent pas déterminer le sort ni vivante ni morte. Elle était donc considérée comme disparue depuis 2002. C'est donc en 2002, Leina, donc, la petite fille et sa maman avaient aménagé chez le beau-père de Imori, dans la municipalité, dans la ville de Yao. Elle était supposée vivre avec eux, selon les déclarations du fameux beau-père. Ils vivaient ensemble et les voisins disaient qu'il y avait des problèmes avec la petite fille. Les services sociaux avaient été contactés et puis il n'y a pas eu de vérification au domicile. Il n'y a eu que des enquêtes de voisinage qui avaient déclaré qu'ils avaient eu vent de problèmes au sein de la famille et avec le beau-père, mais sans avoir plus d'informations que cela. Et puis, bien un jour, on n'a plus vu cette petite fille qui n'est plus allée à l'école, qui a totalement disparu et qui a été déclarée perdue et qui est passée d'une personne disparue à disparition inquiétante puis mystérieuse pour devenir enfin cold case. Quand un des enquêteurs a commencé à soupçonner le beau-père et la mère de ce terrible meurtre. Voilà, une petite fille qui avait 2 ans et demi à l'époque, qui allait au jardin d'enfants. Dans la chronologie, on note 2-3 choses, notamment, alors elle est née le 26 octobre 2000, la petite Leina. En 2002, sa maman a emménagé au domicile du père du suspect, donc Imori Noriyuki, voilà, qui habitait juste à côté, donc le beau-père, puisque le papa est inconnu. Entre 2002 et 2003, les autorités municipales enquêtent sur la présence ou non de Leina avec sa mère et les allégations des voisins qui entendaient des hurlements de la petite fille, et le beau-père hurlait, possiblement aussi des traces de coups notées par certaines personnes du voisinage. Vers 2004, la maman et le beau-père ont quitté le domicile. Le 29 juin 2004, le beau-père a informé les autorités que sa compagne et sa petite étaient parties ailleurs et qu'il ne savait pas où elles étaient. Voilà, il a fait signer tous les papiers, signer lui-même pour établir que la maman et la petite n'étaient plus là. Vers 2007, les autorités ont considéré que les recherches devaient s'arrêter, donc 5 ans après qu'on ne la retrouverait pas. Voilà. Le 17 octobre 2013, c'est des notes que j'ai prises dans le compte-rendu de la police, le tribunal des affaires familiales de Osaka a déclaré officiellement la petite fille disparue et présumée morte, et sa maman aussi. Vers octobre 2024, le beau-père est revenu habiter dans la maison familiale que l'on voit ici, dans laquelle seront découverts les restes, avec sa nouvelle compagne, voilà, Shibata Juri, et qui, elle, a retrouvé des effets avec l'érosion. Le béton a révélé des vêtements d'enfants qui dépassaient d'une dalle. Elle a averti son mari qui n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque la police a été informée par un des voisins de cette découverte étrange. Le 28 février 2025, sur commission, la police préfectorale d'Osaka a brisé le béton et a découvert d'abord les vêtements et en cassant plus bas le corps de Leina à l'intérieur. Voilà. Ensuite, la mère a été retrouvée. Qui a changé d'endroit, qui est parti dans une autre préfecture et a été arrêté. Et là, bien, il y a quelques jours, le beau-père a enfin, le 6 mars 2025, le beau-père a enfin été arrêté et mis en examen pour meurtre de la petite. Le 19 mars, donc il y a 5 jours aujourd'hui, les résultats des tests ADN et de tous les tests qui ont été faits sur le squelette, les restes, ont bien confirmé qu'il s'agissait bien de la petite Leina qui a été battue à mort. Donc le beau-père et la maman ont
été mis en examen pour différents chefs d'accusation, les pires qu'on puisse imaginer. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette sinistre affaire qui clôt un cold case que je n'avais pas vu passer. C'est la première fois que j'en entendais parler, mais qui visiblement a fait pas mal de bruit à l'époque, avait interrogé aussi sur l'efficacité des services sociaux. Je pense qu'il n'y a plus besoin de s'interroger. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire à suivre.